Donc, nous voici partis sur ce webinaire pour faire part de, on va dire, des premiers pas d'un petit jardin en permaculture. Alors, dans une situation de campagne, c'est le mien. Alors, euh, l'objectif, c'est pas de présenter nécessairement un modèle idéal, puisque de toute façon, ce qu'on répète toujours en permaculture, c'est que toute solution qu'on met en œuvre dans un projet précis, c'est toujours lié à ses partis pris, à son contexte, à ses objectifs, à ses ressources. Voilà. Je ne prétends pas présenter quelque chose d'idéal. Ce que je trouve voilà, intéressant à développer, c'est plutôt d'expliquer la démarche. Comment est-ce qu'on j'ai structuré la réflexion autour du jardin. Après, quelles solutions j'ai mis en œuvre, etc. C'est quoi les résultats à ce jour de ces premiers pas dans ce jardin. Je vais tâcher de répondre à vos questions au fur et à mesure hein, qu'elles émergent dans la barre de discussion. On pourra aussi prendre un temps donc, de questions-réponses. Euh, donc par oral, en audio aussi après on va dire la partie présentation là, que j'ai prévue. Euh, bon, alors précisons aussi que c'est pas tout à fait mon premier jardin. Je faisais un peu de jardinage dans le jardin de mes parents quand j'étais à Toulouse. Mais bon, c'était très occasionnel. Je m'y suis vraiment mis, ça m'a vraiment commencé à me passionner quand je suis tombé dans la grande marmite de la permaculture en 2015. Euh, donc suite à quoi j'ai suivi un certain nombre de formations, d'expériences de woofing là-dedans. Puis à partir de 2016, je me suis impliqué dans des jardins associatifs, des jardins collectifs et associatifs, donc sur la métropole nantaise. Voilà, pour continuer à me faire vraiment la main. Euh, et puis, bon, nécessairement, hein, mon expérience, mon activité de formateur et consultant en permaculture qui a démarré, alors, très progressivement, mais qui a démarré en 2017, bien sûr, ça a été l'occasion de beaucoup continuer à me former et avoir de l'expérience de terrain, que ce soit en visitant des sites déjà réalisés, ensuite toujours en continuant de suivre d'autres formations, et puis progressivement en faisant moi-même du conseil, des travaux de design pour des porteurs de projets. Bon, alors, déjà, on va contextualiser, d'accord? D'où est-ce que je parle? Où est-ce que est situé le projet? Donc, là, c'est la localisation, vous voyez, à échelle macro. Donc, le point rouge, hein, c'est là où c'est situé, en Loire-Atlantique. Donc, on est clairement sur un climat océanique, hein, en termes de contexte climatique. On est à 112 mètres exactement par rapport au niveau de la mer. Voilà. Donc situation de plaine. Façade atlantique, ça veut dire aussi que les vents dominants sur l'année, ils viennent de l'ouest, hein, nécessairement. Mais aussi, il faut le savoir, on a aussi des vents froids qui nous viennent du nord-est durant la période hivernale, ce qui est quand même une problématique aussi à anticiper dans les jardins. Alors, si on zoome, attendez, hop là. Oui, donc ça c'était un petit graphe sur les courbes de température et de pluviométrie sur l'année. On est à 880 mm hein, de pluviométrie annuelle, ce qui est une pluviométrie finalement moyenne hein, en France. Euh, et effectivement dans le sud du pays de Châteaubriand. Alors, donc si on zoome, pour qu'on comprenne un peu mieux le contexte, on est bien en pleine campagne, hein, comme on peut le voir ici. Donc c'est beaucoup de champs autour. Alors là, on a quand même plutôt de la chance dans ce territoire, c'est que le maillage bocager a relativement été préservé. Voilà, il est assez présent. Et les cultures présentes, enfin, qu'est-ce qu'on y produit sur ce territoire? Bah, c'est beaucoup de bovins viande, d'ovins, viande également, et puis des grandes cultures. Voilà. D'ailleurs, c'est tout à fait représentatif de ce qu'on a autour de chez moi. Hein. Vous avez
beaucoup de grandes parcelles qu'on voit dans la partie donc, au sud, là où sont fait des grandes cultures. Et puis, on va sur toute la frange nord, des plus petites parcelles, là avec un maillage bocager nettement mieux préservé, où il y a réalisé du pâturage donc pour des moutons et des vaches. Et donc, je suis dans un hameau. Voilà, comme on peut le voir ici à l'image. Et plus précisément dans un creux de vallée, parce qu'effectivement, ça on ne se rend pas compte ici sur cette photo satellite, mais le paysage est assez vallonné. Le lieu-dit s'appelle La Lucia, parce que c'est le nom du ruisseau hein, qui le traverse. Alors, ce ruisseau, finalement, il est assez discret ici sur la photo satellite, mais il passe en souterrain ici, puis après, il passe comme ça vers le nord. Et donc, on est dans le creux de vallon. Voilà, on zoome encore plus, et ben voilà, c'est là qu'est situé le jardin. Ça c'est une photo satellite qui a été prise, c'était en 2018, donc avant qu'on démarre le projet. Donc tout ça, c'est un ancien corps de ferme traditionnel hein, qui a été après remanié, divisé, subdivisé en maisons. Et donc ma maison est ici et la parcelle qui était vendue avec, et c'est celle-là. Ce qui représente 95 mètres carrés exactement de parcellaire. Euh, alors, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer oui, sur cette image, avant que j'enchaîne, c'est que on a du coup une bonne protection vis-à-vis des vents d'ouest grâce au bâtiment, ce qui est quand même un avantage non négligeable pour le terrain. Alors, on ne voit pas ici à l'image, mais plus au nord, on a aussi toute une couverture d'arbres aussi qui freinent les vents froids du nord-est. Donc, globalement, le site est vraiment peu exposé au vent, ce qui est un avantage. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise sur le site voilà, quand on avait acheté la maison. Donc un état de départ. Alors malheureusement, la photo n'est pas de très bonne qualité, mais ça, bon, il y a de toute façon pas grand-chose à voir. Hein. On avait une pelouse rase, spontanée, hein, ce n'est pas de la pelouse semée. Euh, un photinia, donc une espèce ornementale classique hein, dans les jardins, qui est devenue extrêmement buissonnante puisque ça n'avait pas été entretenu depuis des années. D'ailleurs, qui cachait une remise derrière qui est en ruine, hein, qui était en ruine, puisque, enfin bref, ça, je l'ai complètement déblayé. Ça prenait quand même pas mal de place dans le jardin et les mètres carrés sont précieux, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, sur la partie droite de l'image, on a une partie qu'on a fort heureusement gardée, qui est la phytoépuration, puisqu'il y a une phytoépuration collective qui a été mise en place voilà, lorsqu'on a acheté le terrain, bien sûr, phytoépuration, qu'on a gardé, alors par contre qu'on a rénové. Avec les voisins, on l'a intégralement curé et on a remplacé tout le substrat et les végétaux. C'était en janvier dernier, en janvier 2021. Gros boulot, le temps d'un week-end. Mais voilà, on a bien gardé cet équipement-là. Bon, après, au niveau du sol, ben, c'était franchement pas terrible. On démarre sur une situation qui est quand même compliquée, je dirais. Un sol qui est très compact. Euh, Toute évidence, très peu de fertilité. Il y a un taux d'humus qui était faible. On était probablement en dessous de 2% de matière organique dans ce sol. Quand on prenait un échantillon de ce sol-là, il y a une petite odeur de sous-bois, la petite odeur qui est typique de l'humus, mais c'était quand même très, très subtil. Très peu d'activité biologique visible hein, quand on faisait un trou à la bêche dans ce sol-là. Déjà, fallait y aller parce que c'était bien compact. Puis, bah, pas beaucoup d'activité biologique visible. Hein, on n'arrivait pas à sortir du ver de terre quand on faisait un trou, on n'en voyait pas. Alors, c'était pas complètement mort, mais voilà, il y a vraiment peu d'activité biologique. Et d'ailleurs, les plantes bioindicatrices qui étaient présentes, comme le grand plantain par exemple, eh bien, ce sont des plantes bioindicatrices typiques de sols qui sont fortement compactés avec des problématiques ce qu'on appelle de lixiviation. Bon, ça, c'est un terme technique pour désigner le fait qu'on a une perte des éléments nutritifs, des minéraux contenus dans le sol et qui constituent la base de l'alimentation des plantes.
Autre difficulté, toujours au niveau du sol, c'est qu'il y a peu de profondeur de sol. Quand on creuse environ 30 centimètres, on tombe sur la roche-mère, qui est du schiste, hein. Ici, c'est pas pour rien d'ailleurs que tous les bâtiments traditionnels ici sont faits en schiste. Il y en a beaucoup, et à faible profondeur. Donc ça, c'était, disons, une complication. Alors non seulement pour les cultures, mais aussi pour la mise en place de structures. Je vous montrerai après ce que j'ai mis en place. Mais le fait comme ça qu'on ait peu de profondeur de sol meuble et après on tombe assez vite sur des grandes pierres de ce genre de format-là, euh, de schiste, c'était un peu compliqué. Euh, voilà, bon, sinon, dernier élément de contexte, donc la phytoépuration a été conçue pour accepter les seules eaux grises, pas les eaux de toilette, pas les eaux noires. Donc ça veut dire que tout le monde ici est nécessairement en toilette sèche, et ça tombait bien, hein, c'était le projet en venant habiter là. Mais du coup, ça entraîne tout de suite la nécessité de mettre un espace de compostage dans le jardin. Alors, ouais, quelques éléments donc pour comprendre, pour expliciter notre vision du site. Donc, être sur un assainissement autonome, hein, aussi bien pour les eaux grises que pour ce qui va être résidu de toilettes sèches. Avoir des espaces de repos pour être tranquille en extérieur. Bien sûr qu'il y ait une certaine esthétique. Alors, ça, c'est des goûts et des couleurs, hein, bref. Chacun fait un peu comme il veut à ce niveau-là, mais en tout cas, on avait aussi une attention forte pour qu'il y ait quelque chose qu'on trouve intéressant d'un point de vue esthétique, avec une diversité de hauteurs végétales, de strates végétales. C'est avoir aussi une diversité de coloris. Et puis aussi, ben, c'est aussi produire de la nourriture. Alors, euh, pour répondre à une question de la barre de discussion, effectivement, j'ai bien enlevé le Photinia qui était dans le fond, parce que ça prenait un espace considérable. Que le Photinia n'est pas particulièrement intéressant pour la biodiversité, hein. Il y a d'autres plantes qui le sont beaucoup plus. Et puis bon, c'était du fait une ressource. Je l'ai passé au broyeur et donc ça m'a fait du BRF gratuit, hein, du bois réméal fragmenté, qui a ça fait partie des premières choses que j'ai réalisées pour commencer à améliorer l'état du sol. Bon, alors autre élément dans la réflexion, c'est c'est la grille, ce qu'on appelle la grille AFOM, hein, atout, faiblesse, opportunité, menace. Voilà, on va dire ça fait partie de la boîte à outils dans le design. Donc atout, c'est qu'on a une bonne exposition vers le sud, donc il n'y a pas de problème d'ombre portée. Alors c'est vrai que notre maison fait une ombre portée sur le terrain, sur les fins d'après-midi, mais en fait ça c'est pas du tout un inconvénient, parce que ça évite les surchauffes estivales de fin d'après-midi qui font souvent pas mal de dégâts dans les végétaux. Bon, bonne protection vis-à-vis des vents. Par contre, on est sur un petit espace. On est sur un espace qui est complètement ouvert, alors vers le voisinage, mais aussi vers la route goudronnée, la route communale. Donc il y a une problématique d'absence d'intimité lorsqu'on démarre ce projet, un sol pauvre, j'ai déjà dit. On a beaucoup de végétaux en bordure de voirie, hein. Ici, sur les bordures de chemin communal, on a de la fauche qui est réalisée plusieurs fois par an. Donc ça va produire beaucoup de foin, mais aussi beaucoup de fougères. Et puis accessoirement, mais il faut le noter aussi, beaucoup de branchages aussi qui sont disponibles donc sur les bordures de voirie à proximité. Donc il y a cette forme de ressources végétales gratuites à côté. Menaces, épandage de produits phytosanitaires, pas au niveau des grandes cultures qui sont dans les parcelles donc au sud du hameau. Alors, heureusement, moi, ma parcelle a la chance d'être protégée, encore une fois, par les maisons des voisins. Donc, euh, je suis quasiment pas impacté par ce problème-là, mais c'est vrai qu'il y a d'autres voisins dans le hameau qui sont nettement plus impactés par ce problème-là, pour le coup. Euh, alors, ça, c'est une photo que j'ai prise, c'était à l'été 2019. C'était les premières choses faites pour commencer à améliorer l'état du jardin. Euh, Sachant qu'à cette période-là, moi, j'étais complètement focalisé sur la rénovation de la maison, hein. C'était quand même nettement la priorité. Donc, première chose réalisée,
faire un scalpage de la pelouse existante, enfin sur le plus gros de la surface, hein, et puis se faire un semis d'engrais vert. Donc là, c'était de la facélie que j'ai semé. Euh, donc peut-être pour repréciser, hein, les engrais verts, ça va être des cultures qu'on va semer qui vont vocation à améliorer l'état du sol ou du moins entretenir la fertilité d'un sol. Il en existe des dizaines d'espèces différentes, chacune ayant ses propriétés. En l'occurrence, j'ai choisi la facélie pour plusieurs raisons. On était donc sur la fin de printemps, du semis. Or, c'est un engrais vert d'été. Deuxième raison, c'est que c'est très mellifère, donc c'est très intéressant pour les pollinisateurs, pour ramener, donc derrière, pour commencer à ramener de la biodiversité sur le terrain. Une troisième raison, c'est que la facélie a un système racinaire assez puissant et donc ça contribuait à la décompaction du sol, qui était quand même une grosse problématique. Euh, voilà, et puis aussi ça se ressème assez facilement, donc il y a eu des repousses, même après la fauche de la facélie en fin d'été. Il y a eu des repousses en automne et puis même au printemps suivant d'ailleurs, pour toujours contribuer à un peu décompacter le sol et puis surtout à amener de la nourriture pour les pollinisateurs. Alors, est-ce que j'ai scalpé sur combien de centimètres? C'est vraiment minime, hein, sur allez, 2 centimètres. Enfin, c'est vraiment. Le but du scalpage, c'est juste enlever le système racinaire de la pelouse, qui est un système racinaire très superficiel, hein, donc on va dire 2 centimètres. Et j'ai pas fait de labour. Scalpage, semis, un petit coup de râteau pour un peu recouvrir les graines avec un peu de terre, que les graines que j'ai semées soient bien en contact avec la terre et donc pour qu'on ait un bon taux de germination et puis un petit coup d'arrosage et c'est terminé, hein. Voilà. J'ai pas fait de travail du sol dans le sens où j'ai pas fait de labo. Euh, on va dire que la décompaction physique du sol, je l'ai faite plus tard. Je vais y venir. Voilà. Effectivement, bon, une des méthodes pour décompacter le sol rapidement, c'est faire un travail du sol, ce qui doit être fait quand même avec beaucoup de mesures. Alors après, c'est tout un débat, hein, mais je pense que si vous êtes sur un terrain qui est vraiment complètement mort, bon, faire un travail du sol va pas impacter grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à impacter en termes de vie dans le sol. Voilà. Mais ma réflexion ici, mon parti pris dans ce terrain, c'est que certes, il n'y a pas beaucoup d'activités biologiques, mais bon, il y en a quand même. Donc de pas faire de labour. Je reprécise, labour, c'est un travail du sol profond où on mélange complètement les différentes strates du sol et ça, effectivement, ça impacte beaucoup la biologie du sol. Euh, alors, pour la réflexion sur le design, je suis basé sur la photo satellite, mais j'ai aussi fait le relevé des distances sur même le terrain en prenant un mètre, voilà, pour pouvoir avoir un plan vraiment précis et qui serve de fond de carte derrière pour pouvoir faire un design. Voilà. Alors, une étape suivante dans la réflexion, c'est faire ce qu'on appelle un zonage. Définir comme ça avec des patates quelle zone va servir à quoi. Voilà. Euh, bon, avant de commencer à rentrer dans des choses très précises, c'est bien de poser ça, hein. Je veux dire, un des principes de la permaculture, c'est passer des structures d'ensemble pour arriver au détail. Donc, pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, on dégrossit comme ce genre de choses, puis ensuite, on va aller sur des choses encore plus précises. Euh, donc, c'est toujours orienté au nord, hein, comme tous les plans que je présente. Il y a ma maison, une maison mitoyenne qui appartient à une voisine. Euh, alors pourquoi ces emplacements-là? Bon, la phytoépuration c'était déjà en place, ça il n'y avait pas de mystère. Pour sortir vers la voirie, bon, de toute façon c'était juste logique qu'on sorte à ce niveau-là, au plus proche de la maison. Ici on a un espace qui est collé à la maison,
qui est de la terre qui est très compacte en profondeur. C'est de la terre de remblai. On tombe sur la terre de remblai très compacte, assez vite. C'est un sol très sableux. Par contre, une grosse exposition au soleil en matinée, dans le temps de midi. Il y a aussi toute la masse thermique de la maison avec ces murs épais en pierre, donc ça chauffe pas mal. Donc clairement, là, on est dans un microbiotope qui est très adapté pour les plantes aromatiques méditerranéennes. Donc c'est ça que j'ai planté. Dire, euh, la réflexion des permaculteurs, c'est euh, qu'est-ce qui est présent à un endroit donné, et à partir de cette contrainte-là, à partir de l'existant, comment je compose avec. Euh, donc une façon voilà, d'utiliser cette réflexion, c'est me dire, ok, quels sont les biotopes existants sur mon site, même si c'est des micro-biotopes, et derrière, ben, je vais en prendre acte et définir ben, quelles sont les plantes qui sont adaptées à ce micro-biotope. Voilà. Euh, Autre élément par rapport au zonage, mettre l'aire de compostage ici, dans le coin nord-est, bah, c'était juste logique, hein, parce qu'on veut que ça soit loin de notre maison, ça se comprend assez facilement, et loin aussi des voisins. Il y a les maisons des voisins juste là au sud, hein, juste en bordure. Donc autant pour que ça soit éloigné de chez nous que par diplomatie vis-à-vis du voisinage, c'était juste logique de le mettre à ce niveau-là. Euh, un coin au soleil ici, un endroit où se poser, parce que c'est l'endroit qui reçoit le plus de luminosité, y compris fin d'après-midi, début de soirée, pour se poser après une journée. C'est vraiment pas mal. Là, un endroit prévu, on a prévu aussi terrasse près de la maison, puisqu'on est sur un sol qui est extrêmement compacté à ce niveau-là. Donc de toute façon, c'est très compliqué d'y faire cultiver quelque chose, même le sol du moins. Et puis l'idée c'était de donner de l'espace pour de la convivialité. Et puis effectivement le reste, après, de l'espace, c'est une disposition type verger et potager. Sans oublier une petite clôture est, alors une fonction à la fois une fonction un peu symbolique de marquer une limite, une fonction aussi biodiversité, une fonction de support de culture comme je vais vous l'expliquer après. Et puis aussi une clôture nord pour créer, déjà bloquer les vents hivernaux, mais aussi et surtout pour amener de l'intimité dans ce jardin, intimité qui manquait quand même beaucoup à la base. Pas d'animaux ici, alors si ce n'est nos deux chats, mais bon, on va dire que ça compte pas. Euh, euh, Même s'ils y passent beaucoup de temps, vous aurez compris, c'est pas l'endroit où on les élève. Non, il n'y a pas d'animaux. Ça a été un débat. On avait quand même l'envie d'avoir des poules à la base pour avoir des œufs, mais bah, ça prend un peu de place. Hein. Pour nous, deux poules auraient suffi, hein, clairement. Mais moi, personnellement, j'estime que pour qu'il y ait un bien-être animal minimum, c'est quand même pas mal d'avoir 10 mètres carrés par poule, ce qui fait tout de suite 20 mètres carrés, ce qui est pas mal d'espace à l'échelle d'un petit jardin comme celui-ci. Et puis par ailleurs, on a un quotidien qui est bien chargé, bien occupé. Or, les poules, bah, il faut quand même s'en occuper tous les jours, hein. Donc, à la fois le fait que ça prenne beaucoup d'espace et que ça nécessite d'entretien fort, c'est ça qui nous a décidé, in fine, à pas mettre de poules pour nous. Euh, alors, bon, ça c'est l'étape on va dire, suivante dans le design, vous voyez, donc là c'est beaucoup plus précis. Alors, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans toutes les plantes, ce ne serait pas forcément très intéressant, mais je vais quand même bien expliquer la réflexion. On a donc les parties qui servent, qui sont recouvertes d'un substrat. Alors, pour tout ce qui est l'entrée, entre la voie publique et la porte d'entrée, là, dans cet espace-là, donc ce que j'ai mis en place, c'est après on va voir un peu égaliser le sol parce que c'était très irrégulier, on va enlever le peu de végétation qu'il y avait. C'est de mettre un film géotextile pour stopper tout enherbement et puis une couche de 5 cm de gravier calcaire très clair pour apporter quelque chose de lumineux. Parce que c'est très drainant. Or, on veut vraiment éviter vraiment à tout prix à ce niveau-là d'avoir de la gadoue, quelque chose qui est présent de l'humidité, puisque vraiment le fréquente tous les jours. Donc, et vous l'aurez compris, y compris dans la saison humide de fin d'automne-hiver.
Bon, une arche aussi au niveau de l'entrée, j'ai prévu ça à la fois pour marquer symboliquement l'entrée dans le jardin et puis aussi comme support de culture. Le petit coin des aromatiques avec un fuchsia royal, hein, c'est un fuchsia qui a des baies comestibles. C'est assez peu connu, mais c'est un petit, voilà, c'est un petit fruit intéressant. Alors, la production fruitière est assez anecdotique, hein. C'est plus l'aspect esthétique de cette plante qui est pas mal. J'en ai d'ailleurs mis un autre ici aussi dans l'endroit aussi très, très visible. Après, le reste des parties non cultivées, c'est de l'écorce de bois, donc toujours géotextile pour éviter tout enherbement, et puis une couche d'écorce de bois. Alors du bois d'ailleurs qui met du temps à se décomposer, hein. Je vais pas mettre du peuplier qui se décompose en un an. Ce que j'ai mis, c'était du pin et du chêne. Faut au moins 3 4 ans pour que ça se décompose. C'est justement, si on utilise des choses pour des revêtements pour des allées, on veut des essences de bois qui mettent du temps à se décomposer. Euh, et il se trouve qu'on a une scierie hein, dans la commune voisine qui fait ce genre de produit, donc l'approvisionnement a pas été compliqué. Euh, Ensuite, alors pas de culture dans la phytoépuration, mais de culture par contre sur la bordure de la phyto. Quel type de géotextile? Ben, un petit grammage, un grammage à 80 grammes du mètre carré. Il n'y a pas besoin d'avoir un grammage épais hein, pour ce genre d'usage dans un jardin familial. Du grammage fin comme celui-ci suffit. Un coin donc compostage qui est protégé par une pergola qui sert aussi à un effet brise-vue par rapport à la voirie publique et aussi de support de culture. Toujours la réflexion aussi chez les permaculteurs, c'est comment est-ce qu'on multiplie les fonctions de tout élément présent dans le jardin. Voilà. Donc en l'occurrence, il y a déjà 3 fonctions à cette pergola. Avoir un espace de compostage protégé, la brise-vue, l'aspect support de culture. Une petite haie quand même pour se protéger des vents froids du nord-est avec des essences qui sont intéressantes d'un point de vue esthétique, du chalef de Ebbing et puis du laurier sauce qui sert à parfumer les potages hein, avec ses feuilles. Donc quelques plantes grimpantes, vous aurez noté, voilà, qui sont notées sur la périphérie de la pergola, après qui donc sont amenées à grimper sur la pergola. Du jasmin, alors pour l'aspect odorant justement, vous aurez compris, on va dire, pour contrer l'odeur du compostage. Alors, bien que ce soit pas réellement utile en pratique, parce qu'un compostage bien conduit, bah, ça sent pas, tout simplement. Hein, au contraire, c'est quand on fait n'importe quoi dans le compostage que ça sent, mais sinon, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais bref, un jasmin en tout cas pour apporter des bonnes fragrances, du kiwi, un cousin du kiwi, et puis de la vigne. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les essences d'arbres, c'est pas forcément très intéressant, mais celle qu'on a plantée, puisqu'on n'a pas encore tout planté à ce jour, c'est un arbousier, un arbre que j'aime beaucoup, un arbre méditerranéen, mais qui se plaît très bien au climat océanique aussi, qui fait des petites baies en période hivernale, qui est très résistant, qui est persistant, enfin bon, puis voilà, qui a une certaine esthétique que moi j'aime beaucoup. Des amélanchiers du Canada, voilà, il y en a 5. Donc des petits arbres fruitiers, très rustiques. Là, ils sont encore tout petits, hein, c'est encore des toutes petites baguettes que j'ai plantées cette année. Des cerisiers nains, voilà, il y en a un là et un là qui ont été plantés. Donc alors c'est une variété naine, hein, puisque une variété une taille normale ne serait beaucoup trop grande à l'échelle de ce jardin-là. C'est la variété Belle de Boscop que j'ai utilisée. Et puis aussi des poiriers. Poirier, doyenne de Comis et Williams. Voilà. Puis voilà, pas mal de petits fruits aussi. Donc des myrtillers, groseilliers à macro, groseilliers à grappe, cassissiers, framboisiers. Sur voilà, le bord là de l'allée, la bordure sud et puis le coin ici à l'est.
Et puis pour cadrer l'entrée aussi, en bac, deux arbousiers. Voilà, parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup cet arbre-là. Vous l'aurez compris. Alors, ils ont acheté en pépinière, hein, ces plants-là. En dehors des pêchers, là j'ai mis deux pêchers, des noyaux de pêcher ici. Mais effectivement, en dehors de ça, tous les autres ont été achetés en plan. Alors, moi, je recommande vraiment d'acheter, quand vous achetez en plan, d'acheter des plans jeunes, un an, d'un an, euh, parce qu'il y a une bien meilleure reprise que les plans plus âgés, puis ça coûte évidemment beaucoup moins cher que des plans plus âgés, hein. Moi, c'était des plans d'un an que j'ai utilisés. Ma pépinière préférée de la région, à la maison du bananier à Couéron. Alors, on pose aussi la question compostage, toilette ou potager, ou les deux en même temps. Effectivement, moi j'ai pris la voie de la simplicité, hein. Compostage unitaire. Donc, compostage à la fois de déchets du potager, déchets de cuisine et déchets de toilettes sèches ensemble. Voilà. Simple. Donc, le système est assez simple. Lorsque les matières fraîches arrivent, elles arrivent dans le bac d'arrivée, ici, qui fait 1 m3. Une fois que le bac est complet, au bout d'un an, hein, j'ai dimensionné le bac pour ça, pour qu'il y ait le job à faire qu'une seule fois par an. Donc une fois que c'est complet, hop, je transvase le tout à la fourche bêche dans le bac de maturation qui est derrière. Là, ça mature pendant un an supplémentaire. Et donc après, et à l'automne venu, puisque c'est la bonne saison pour épandre le compost, j'épand le compost après dans les plates-bandes. Et un petit bac aussi juste à côté, là, lui, il sert à stocker des matières organiques carbonées, de la paille, de la fougère, puisque j'ai beaucoup ça à proximité gratuitement. Euh, Parce que les matières organiques que j'amène, déchets de cuisine, déchets de toilettes sèches, bah, c'est des matières organiques qui sont tout de même très azotées. Donc elles ont besoin d'être complémentées par des matières organiques carbonées pour que le compostage se passe bien. Voilà, donc voilà, il y a les deux premiers bacs que j'ai mis en place. Pour les créer, je n'ai pas utilisé des modèles en kit, hein, du commerce. J'ai acheté des plaques de bois qui servent normalement à faire des terrasses. Vous voyez, donc ça constitue 4 par bac, hein, ouais, ça constitue les côtés. Il n'y a pas de fond, hein, c'est même le sol. Et puis pour le couvercle, j'ai utilisé des planches de bois qui sont issues du chantier de rénovation de la maison, que j'étais en train de mener en même temps. Et puis après, bah, pour l'intérieur, c'est pas compliqué, hein, c'est des équerres métalliques, deux, vous voyez, sur chaque angle, vissés, comme ça, qui assurent une bonne solidité. Puis, on voit ici, on a, pour articuler chaque couvercle, on a deux charnières. Voilà, rien de bien compliqué. Euh, et donc c'est bien posé en même le sol pour qu'on ait le contact direct avec le sol, ce qui permet à toute la biologie du sol de pouvoir venir dans le tas de compost et fortement contribuer au processus de compostage. Et la pergola, alors voilà, dans on va dire la première phase de la pergola, avec, vous voyez, le grillage mis en dessus, du grillage à maille large en 10 par 10, pour du coup pouvoir conduire des grimpantes dessus, et des planches de bois au-dessus. Alors là, j'avais pas encore fini complètement la structure. Et donc bordure de sèche, donc sur le côté est du jardin. Donc c'est tout simple, hein, à réaliser. Vous voyez, donc on a des paires de poteaux là, qui sont fichés dans le sol. Alors moi, ils sont fichés sur 30 cm de profondeur. De toute façon, je pouvais pas faire plus de profondeur. Après, je tombe sur la roche-mère. Donc voilà, on les enfonce autant qu'on peut pour que ça soit solide. Il se trouvait que j'avais fait la peinture de mes volets à ce moment-là, et puis il m'en restait pas mal de peinture sur les bras, donc je l'ai utilisé la peinture des volets aussi sur les poteaux, d'où leur couleur comme ça, framboise, ce qui du coup, outre l'aspect esthétique, ça assurait plus de durabilité pour le bois, évidemment, parce que c'est en condition extérieure. C'est oui, c'est du châtaignier, hein, que j'ai des piquets de châtaignier. Déjà du bois qui est naturellement de classe 4, hein, donc déjà bien résistant. Voilà. Les poteaux, ça se voit pas à l'image parce que c'est très discret, mais ils sont reliés entre eux par du fil de fer, hein,
pour assurer une bonne tenue. Parce que sinon, si on faisait pas ça, ben, avec le végétal, les branches qu'on met entre les deux, forcément, chaque paire de poteaux bah, s'écarterait, ce qui serait pas très heureux d'un point de vue esthétique. Et donc, c'est des branchages, en l'occurrence trouvés en bord de route. C'est pas ce qui manque ici à l'automne ou en hiver. Et donc ça permet de marquer la limite, ça permet d'avoir un effet brésu, ça permet de servir par la suite à de la culture pour des grimpantes. Ça joue aussi un aspect d'abri pour de la biodiversité. Après, ça se décompose très lentement, mais ça se décompose tout de même. Mais après, l'entretien est très simple, hein, il suffit de rajouter du branchage par le dessus, une fois là. Voilà. Et ça, c'est une photo d'un chantier participatif. C'était le 12 novembre 2020. Voilà. Il y a quasiment un an jour pour jour. Euh, voilà. On était une petite équipe de 10 sur une journée qui est venue donc, voilà, faire un coup de main. Et donc on a fait pas mal de choses. Mettre en place l'arche au niveau de l'entrée. Alors pour le coup, j'ai pris une arche en kit, c'était quand même beaucoup plus simple que de la faire moi-même. D'en fabriquer les pièces moi-même, je veux dire. Euh, voilà. Que dire d'autre? Bah, on a formé en fait une grande partie des supports de culture à ce niveau-là. Les pierres qui sont issues du chantier de la rénovation aussi, je les ai beaucoup utilisées pour marquer la séparation entre les allées et les espaces de culture. Là, on les voit ici sur la photo d'ailleurs. Voilà, image de chantier. Euh, donc les allées avaient déjà été posées. Bon, la végétation, on l'avait coupée vraiment à ras. On avait apporté 5 cm d'épaisseur de compost, hein, dans les parties cultivées. Et puis fait une grosse récolte de fougères pour voilà, mulcher le tout. Euh, Bon, c'était un travail assez physique parce que dès qu'on commençait à creuser dans le sol, c'était hyper compact, on tombait sur de la roche, il a fallu d'ailleurs beaucoup épirer le terrain, beaucoup enlever de cailloux. D'ailleurs, on avait encore des grandes plaques comme ça, vous voyez, des lauses, hein, issues de démontage de la remise qui était en ruine dans le jardin, après que j'ai déplacé pour l'utiliser dans l'annexe. Alors, est-ce que les allées sont indispensables? Est-ce que j'aurais pu laisser la pelouse telle qu'elle? Alors, dans l'absolu, oui, j'aurais pu laisser la pelouse telle qu'elle, mais ça aurait été problématique. Ça aurait été problématique parce que Gadou, voilà, clairement, ici, comme ça pleut pas mal et que le sol était très compacté, il y avait beaucoup de l'eau s'infiltrait mal dans le sol, donc Gadou. Autre problème aussi, c'est que pelouse, bah, surtout avec de l'eau dessus, encore une fois, c'est très glissant. Or, quand vous êtes, parce que voilà, quand vous faites tous vos déchets organiques, y compris toilettes sèches, hein, vous les envoyez, ça veut dire que tous les jours vous faites des trajets vers le composteur, hein, voilà. Y compris quand il fait pas beau, y compris en début de journée ou en fin de journée quand on n'y voit rien parce que c'est la nuit. Concrètement, quand vous trimballez un seau de toilettes sèches de 15 kilos en pleine soirée, vous n'avez pas envie de glisser sur de la pelouse, hein. Donc non, c'est déjà. Puis en plus derrière, il y a aussi bien sûr la contrainte d'entretien avec le fait qu'il fasse couper la pelouse et clairement moi j'ai pas le temps et pas envie de m'occuper avec ce genre de choses. Donc c'est toutes ces considérations-là réunies qui font que oui, j'ai choisi de pas maintenir la pelouse et de faire une allée. Euh, alors là, on avance un peu dans le temps. C'était en février 2021. Euh, donc là, je venais juste de faire du désherbage. Voilà, donc c'était assez propre. Euh, Pendant le chantier participatif, là, au mois de janvier, on avait fait aussi la plantation d'ail. C'est ce qu'on voit pousser ici au premier plan. On avait planté l'arbousier, l'arbre central du jardin, les arbustes de haies du nord-est. Et ici, c'était de l'oignon. Voilà. On n'avait pas planté partout. Euh, Là, donc en mars, toujours,
plantation du coin d'aromatiques, donc avec des plantes aromatiques de climat méditerranéen, plus de la ciboulette, hein, qui n'est pas méditerranéenne, mais qui pousse très bien de l'Or-Atlantique et que j'aime beaucoup, par ailleurs. Voilà. Et ça, c'était 2 mois plus tard. Donc de la ciboulette, mais aussi de la sauge, du thym, de l'estragon, du romarin, euh, des menthes vertes, menthes et menthes marocaines également. Autre photo, là on avance dans le temps, on est au mois de mai. Voilà, donc là l'ail arrive vers sa maturité, alors on l'a récolté au mois de juin. Là c'est on voit les topinambours qui commencent bien à émerger, que j'avais planté fin d'hiver, donc début mars. Il y a eu, j'ai fait aussi des semis de bourrache, donc on en voit qui commencent à bien pousser au niveau de la pergola ici. Bourrache qui a une fleur, alors qui a une fleur comestible avec un goût d'huître d'ailleurs, qui est très, très, très saisissant, très particulier, et qui est aussi très mellifère, donc c'est très bien pour les pollinisateurs. On voit aussi le coin au soleil avec le meuble en palette que j'ai monté ici dans ce coin du jardin, la sèche là, qui était terminée. On voit un des 2 cerisiers nains ici. Ouais, je l'ai planté au mois de février. Autre photo, autre angle, voilà, pour voir comment c'était constitué à ce moment-là. J'avais lancé les cultures de printemps en semis, hein, je précise. Bon, beaucoup de la roche, c'est ce qu'on voit avec cette couleur pourpre très, très, très saisissante, très spectaculaire ici au premier plan. Plante qui se mange comme de l'épinard, hein, mais beaucoup plus rustique que l'épinard. Après, c'était beaucoup de laitue, beaucoup de radis, beaucoup de finalement de plantes de potager à cycle court que j'avais de semer à cette époque-là. Voilà, autre photo, toujours au mois de mai. Ah oui, voilà, on a aussi les maïs, les plants de maïs là, qui commencent à sortir. Et puis oui, la pomme de terre. Voilà. De toute façon, je savais que j'avais une contrainte de temps très forte, hein. J'avais vraiment très peu de temps à consacrer au jardin, disons de l'ordre d'1 heure par semaine, pas plus quoi. Donc j'ai aussi fait des choix d'espèces pour que j'ai moins de jobs d'entretien à faire. Et donc assez logiquement, j'ai aussi planté une grande partie de l'espace avec de la pomme de terre. Ah oui, le truc vert en question. Alors, ce n'est pas une serre, non, non, c'est pas une serre, c'est une tente de chantier. Ça n'a rien à voir en fait avec nos histoires de culture. Comme le chantier de la maison n'était pas encore terminé et ni le chantier de l'annexe non plus, il y a beaucoup d'affaires que je stockais ici dans cette tente de chantier positionnée là. Voilà. Voilà. Mais pas de rapport en fait direct avec le jardin. C'était juste le seul endroit où on avait de la place pour la mettre. Euh, Là, c'est la récolte d'ail. C'était en mois de juin. Là, il avait très très bien marché, vraiment. On a eu 13 kilos d'ail à ce moment-là. Là, clairement, on a de l'ail pour une année, hein. J'en ai encore un stock. Et donc, enfin, un aspect de ma conduite de ce jardin, c'est l'approche au vivant, quoi. C'est quasiment pas de travail du sol, ou du moins un travail du sol très superficiel. Rapporter beaucoup de matière organique et notamment penser non seulement à nourrir les plantes, mais aussi nourrir le sol et entretenir la fertilité du sol. Et il se trouve que, effectivement, dans les retours d'expérience qu'on a dans le réseau maraîchage sol vivant aujourd'hui, les rendements d'ail sont vraiment exceptionnels quoi, avec cette méthode-là. On est dans les. C'est quoi les chiffres? 4 kilos au mètre carré, ce qui est énorme hein, pour que vous ayez une comparaison. En bio classique, on a 2 kilos au mètre carré et en conventionnel, donc en agrochimie, on est dans les 3 kilos au mètre carré. Donc voilà, c'est une culture qui marche. Aujourd'hui, on a des retours d'expérience qui montrent que ça marche vraiment très très bien avec l'approche sol vivant. Et vraiment un super état sanitaire, hein, vraiment aucun problème de maladie sur la récolte. Alors ça c'était la récolte, enfin une partie de la récolte puisque c'était la première phase de la récolte au mois de juillet.
récolte des patates. C'était une culture hâtive, hein, avec un cycle, donc j'avais pris des variétés avec un cycle de 90 jours. Donc là, un cycle rapide. Il y a eu plusieurs récoltes, hein. J'ai une première récolte au mois de juillet, une deuxième en septembre, et encore aujourd'hui, quand je gratte un peu le sol, je tombe assez rapidement sur des petites patates. Enfin, c'est, c'est- ouais, ça a bien marché aussi. Alors, sur l'été, c'était en mois d'août, là. J'ai fait la palissade du côté nord, là, pour surtout régler la problématique d'intimité par rapport à à la route, hein, qui était quand même un peu gênante. Donc, j'ai enfoncé des poteaux de section 9 par 9 sur un socle, sur un socle assez galvanisé pour que ça soit bien stabilisé dans le sol. Et puis là-dessus, mis ces traverses de bois qui elles-mêmes vont pouvoir servir pour pouvoir donc dessus visser des planches de bois commandées sur une scierie locale, qui sont des planches de pin classe 3, voilà, euh, que j'ai après traité avec une huile, enfin de l'huile de lin. De l'huile de lin pure, hein, pas avec de la térébenthine. Souvent, on met de l'essence de térébenthine avec l'huile de lin pour que ça pénètre mieux le bois. Mais il y a une alternative à ça qui est beaucoup plus économique et plus écologique d'ailleurs aussi au passage, qui est de chauffer l'huile de lin que vous utilisez à 30 degrés Celsius. Donc vous chauffez juste, vous la tiédissez et puis et avec, en fait, le fait de mettre une petite température dans l'huile de lin, ça, ça, ça lui permet d'imprégner beaucoup mieux le bois et donc de se passer d'essence de térébenthine. Euh, Produit donc l'huile de lin qui sert à la bonne conservation, hein, du bois en conditions extérieures, que j'avais aussi utilisé pour la pergola et l'arche d'ailleurs. Voilà, et donc le rendu final depuis le jardin, voilà, c'est ça. Alors, pour éviter que. Enfin, le fait de faire aussi cette palissade moi-même, c'était aussi l'idée de donner une certaine esthétique, quoi, que ce soit pas une esthétique classique. D'où ces ondulations de hauteur. Voilà, c'était un parti pris esthétique. Et puis aussi, au passage, dans cette photo, on voit bien à la fois la hauteur des topinambours, elles atteignaient 2,50 m à maturité, et la biomasse aussi au niveau de la phytoépuration. Euh, bon, ça c'est des photos. Donc là, on est sur la fin août. Alors les beaux topinambours toujours. Et puis le maïs, voilà, qui prend pas mal de place. Après, au pied du maïs, j'avais fait un semis puis transplanté des courges musquées et butternut pour être précis. Euh, voilà, association très classique, hein, qui effectivement marche bien. L'arrosage était très ponctuel. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas eu un été particulièrement caniculaire. Le mois de juin, quand même, a été sec, hein. Mais sinon, c'est vrai que juillet-août, on peut pas dire que ça a été caniculaire. Donc, l'arrosage a été très modéré. Puis, de toute façon, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer au jardin, de toute façon. Euh, voilà. Alors, pour les légumes, est-ce que j'achète des graines? Oui, la quasi-totalité des légumes, je les ai pris sous forme de graines. Il y a que certes, les poireaux et les choux que j'ai achetés en plan parce que c'est un peu, ils sont pas évidents à réussir, ceux-là. Et ouais, ça demande beaucoup de soins, mais sinon, effectivement, en dehors de ces deux légumes-là, je suis parti de la graine. Ouais, je mettrai sous l'enregistrement de la vidéo, puis je vous enverrai par mail un peu, aussi le nom des fournisseurs que j'emploie, mais ouais, des fournisseurs en bio. Voilà, que j'achète, enfin c'est de l'achat sur leur site, et puis je le reçois par envoi postal. Euh, alors, pas de légumes fruits du tout, non. Pas de légumes fruits, bah non. Pas de légumes fruits, hop là, pardon. Parce que ça demande pas mal d'entretien et puis parce qu'il faut faire des choix, hein.
j'ai pas beaucoup de temps à passer au potager, l'espace et les mètres carrés est précieux, donc faut faire des choix. Euh, voilà. Donc effectivement, pas de légumes fruits sur cette année-là. Alors là, c'est nos épis de maïs arrivés à maturité. D'ailleurs, j'avais plusieurs variétés. J'avais des variétés relativement classiques, vous voyez en jaune. Et puis aussi, une amie m'avait passé des semences de variétés mexicaines traditionnelles avec cette couleur rouge pourpre comme ça, vraiment spectaculaire. Euh, et puis donc résultat aussi de l'hybridation croisée entre les variétés, on avait aussi ce genre de résultat, jaune-rouge, comme ça. Et là, donc là c'est une photo pour montrer à la fois la pergola une fois finalisée, voilà, avec les planches vraiment bien mises. Planches qui ont, outre l'aspect support des cultures grimpantes, l'idée aussi c'est apporter un bon ombrage en dessous et bon, une certaine protection par rapport aux intempéries. Alors c'est pas hors d'eau, hein, mais bon, ça protège un peu par rapport aux pluies battantes quand même. Euh, et puis là c'était une photo au moment du transversement, c'est-à-dire vider le bac de maturation et puis transvaser ce qui va dans le bac d'arrivée vers le bac de maturation. Aussi dans la photo, on voit ce qui a bien poussé en termes de plantes grimpantes, c'est-à-dire de la vigne. Toujours sur la maison du bananier, j'avais trouvé plusieurs variétés de vignes résistantes aux différentes maladies fongiques, hein, de l'Isabelle et de la Clinton. Et donc voilà, ça avait vraiment bien poussé. Puis aussi des plantes kiwi, hein, qui poussent, mais qui ont mis plus de temps. Parce qu'ils ils ont quand même pas mal souffert, parce que eux par contre, ils ont pas mal souffert avec les gels qu'on a vus au mois de mai, qui ont été sévères. Donc il a fallu attendre vraiment la fin de l'été pour qu'ils se commencent vraiment à pousser. Et donc le résultat du compost, du compostage. Notre beau compost, voilà, qui sent bon l'humus. Et je suis allé épandre. Alors, donc les deux bacs font 1 m3, mais le compost fini, ça fait 250 litres. Voilà, parce qu'évidemment, entre la matière brute qu'on pose et puis après le compost fini, bah, il y a beaucoup de perte de volume, hein, c'est normal. Voilà, mais ce qui est déjà un apport de très 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 largement suffisant pour entretenir la fertilité dans un jardin, hein. C'est même plus qu'il en faut pour entretenir la fertilité. Euh, alors là, c'est une photo un peu plus loin. C'était donc sur fin octobre, la récolte des courges. Alors, les courges, c'est vrai que je les ai mis en place assez tard. C'était au mois de fin juin. Parce que, globalement, j'étais hyper pris sur avril-mai, donc j'ai complètement raté cette période qui est la grande période cruciale pour faire des semis et des transplantations au potager. Donc, plantation assez tardive, puis été qui n'a pas été particulièrement ensoleillé, en juillet-août. Bon, on a eu un été indien, hein, qui était pas mal, hein, sur septembre-octobre, mais bon. Bref, donc tout ça pour expliquer le fait qu'on a finalement, c'est seulement les petites courges qui sont arrivées à pleine maturité. Cela dit, les courges vertes déjà peuvent se manger, hein. Le fait qu'elles soient vertes cause pas de problème de toxicité, contrairement à la pomme de terre par exemple. Et puis les courges mûrissent bien une fois qu'elles sont coupées, alors à condition de les avoir récoltées avant les gelées, bien sûr. Si on les stocke dans des bonnes conditions, c'est-à-dire à l'abri de l'humidité, à l'abri des intempéries, à l'abri de la lumière, elles continuent à maturer pendant les mois d'hiver. Donc bon, je pense que sur euh, janvier, février, même mars, hein, je pourrais les déguster une fois sortis de l'annexe où je les ai stockés. Bon, ça, c'est des photos prises aujourd'hui, ce matin, pour voir là où on en est. Ben, beaucoup de plantations, alors du chou cabu, du chou kale, du radis noir aussi, beaucoup. Alors, la petite branchette qu'on voit, c'est les très très jeunes amélanchiers que j'ai acheté. Bon, et puis sujet plus âgé, c'est qu'on voit ici le poirier, parce que j'ai mis en place récemment donc 2 poiriers. Peut-être d'ailleurs des repousses de fenouil.
Euh, voilà. D'ailleurs, ce qui est vraiment frappant avec cette saison, donc, sur automne, début d'hiver, c'est la pousse des champignons. Alors, je ne m'y connais pas du tout en champignons, hein. Donc je serais bien incapable de vous dire, par exemple, quelle est cette espèce-là. Par précaution, n'y connaissant rien, je ne les mange pas. Euh, mais le principal n'est pas là. Le principal, c'est que le fait qu'on ait vraiment des champignons qui émergent de partout, hein, ça nous montre que le sol commence vraiment à redevenir vivant, et ça montre vraiment qu'on a réussi le taf, euh, à mon sens, au niveau de la régénération du sol. Euh, alors on me pose la question, combien de temps est-ce que je considère le compost comme mature? Pour du compost, ça dépend de quel type de compost on parle. Pour du compost qui serait uniquement de déchets de culture ou de déchets de cuisine, au bout de 6 mois, vous pouvez avoir un compost vraiment mature. Pour prendre du compostage de toilettes sèches, on fait quand même, par précaution sanitaire, on attend 2 ans, hein. Euh, Ça, c'est les recommandations d'usage pour qu'on n'ait plus d'éventuelles populations euh, de, de bactéries qui peuvent provenir effectivement des fesses dans le compost. Puisque après, c'est une telle durée de maturation, ces populations microbiologiques, si éventuellement il y en a, ont largement été concurrencées et anéanties par en fait le reste de la microbiologie présente dans le compost. Euh, mais de toute façon, pour savoir si un compost est mûr, je dirais ça s'observe assez facilement. Il faut qu'il ait cette odeur de sous-bois qui est vraiment forte, qu'il soit très meuble, qu'il soit très noir. Ça s'identifie bien, je trouve. Euh, alors, autre photo, donc là c'est après avoir coupé les cannes des topinambours, voilà, qui commençaient à se dessécher sur pied. Donc tout le pourtour de la phyto est complètement truffé de topinambours. Il y en a partout dès qu'on commence un peu à creuser. Je suis loin d'avoir tout récolté. Et puis de toute façon, contrairement à la pomme de terre, le topinambour c'est un légume qui se conserve très mal une fois qu'il est sorti de la terre. Donc c'est beaucoup plus pertinent de le laisser en terre. Et puis au fur et à mesure des besoins, au cours de l'hiver, au printemps, de creuser le sol pour déterrer les tubercules, hein. Euh, c'est beaucoup plus pertinent de faire comme ça. Et puis du coup, vous voyez avec ces cannes de topinambour, ben, aussi on produit du carbone. On produit de la matière organique très carbonée, qui elle-même sert à nourrir le sol et donc à entretenir derrière sur le long terme le stock d'humus aussi au niveau du sol du potager. Voilà, il y a vraiment certaines plantes comme ça qu'on peut faire pousser chez soi, qui produisent beaucoup de carbone. Le topinambour, le tournesol aussi produit aussi beaucoup de biomasse carbonée avec ses grandes cannes. Le maïs également, c'est aussi le cas. Euh, alors, quelqu'un qui n'arrive pas à faire pousser ses choux parce qu'ils sont pris d'assaut par tous les limaces et les oiseaux. Ouais, ouais. Pas évident. Que dire? Que dire? Ben, bon, de façon assez générale, le fait d'être un espace riche en biodiversité, ça va faire qu'on va avoir aussi les régulateurs limaces, régulateurs d'oiseaux aussi, avec les rapaces, qui vont être présents, qui vont être une partie de la solution. Bon, après, si vous avez une problématique vraiment forte sur les choux, vous n'arrivez pas à les faire pousser, il faudrait avoir faire mettre en place des tunnels nantais, hein. Donc des arceaux fichés dans le sol, hein, des petits arceaux, sur lesquels on met un voile. D'habitude, le voile, ce qu'on utilise, c'est du P17, hein, donc pour la protection. Si vraiment il y a une pression hyper forte sur les choux, c'est la solution classique utilisée par beaucoup de maraîchers. Oui, des cloches sur les jeunes plants, oui, effectivement. C'est plus chronophage, mais oui, effectivement, c'est bien aussi ça. Euh,
voilà, autre photo. Bon. Alors c'est vrai qu'on voit des parties découvertes. Dans la mesure du possible, j'essaie d'avoir une couverture sur le sol, un mulch sur le sol. Mais il est vrai que pour toutes les cultures que l'on sème dans le sol, c'est compliqué de garder le mulch. C'est compliqué parce que, enfin, on comprend bien que juste déjà en laissant le mulch, bah, il y a très peu de lumière qui arrive au niveau du sol, donc le taux de germination derrière, il est vraiment mauvais. Euh, alors on pourrait évidemment garder le mulch, mais laisser dégager des sillons dans lesquels on sèmerait, mais c'est chronophage, c'est un peu. Puis en plus, dès qu'on commence à avoir un peu de vent, du coup le sillon se fait recouvrir par le mulch. Enfin, c'est compliqué. Euh, Bref, donc c'est pour ça qu'on a, disons, des parties qui, dans certaines parties de l'année, sont découvertes pour réaliser les semis en pleine terre. En l'occurrence, c'est des laitues d'hiver et de l'épinard. Euh, voilà. Voilà. Et on a encore des repousses de bourrache d'ailleurs, qu'on voit ici au centre de l'image. Alors, petite image d'ailleurs de l'arbousier qui commence sa fructification, hein, il fait ces très jolies clochettes comme ça commence en octobre, et puis commence à produire derrière ses fruits, les arbouses, alors qui sont un fruit qui est assez inhabituel hein, pour nous, mais qui fait partie de la gastronomie traditionnelle chinoise. Ça a un goût assez particulier, hein, un- il y a beaucoup de pépins, enfin, mais de pépins qui se mangent, hein, je précise, c'est une texture comme ça assez granuleuse, avec un léger goût sucré. Moi, j'aime bien. Voilà. Euh, voilà. La petite haie, d'ailleurs, un haie dans lequel j'ai introduit des artichauts, hein. On voit un beau sujet ici. Euh, et puis d'ailleurs, sur la façade nord de la maison, pour que chaque espace potentiel soit utilisé, eh bien, j'ai fait des plantations de mélisse et de menthe verte tout du long. Voilà. Et puis là, je viens de désherber entre les plants, puis je les ai par la suite. Là, j'ai fait ce qu'on appelle de la division de touffe. Donc la base de chaque plan, à la bêche, clac, j'ai divisé le plan pour faire deux plans, et puis après, du coup, comme ça, de la multiplication de cette mélisse et de cette menthe pour que vraiment ça couvre toute cette base de la maison. Voilà, ça fait vraiment partie des aromatiques qui se placent très bien dans ce genre de situation humide avec un ombrage permanent. Et donc ça fait partie de mes récoltes du quotidien pour les tisanes. Alors, du coup, si on devait quantifier tout ça, donc depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, ben, on est rendu à quoi? Bon, donc les aromatiques, bon, je me suis pas évidemment amusé à faisait de à peser à chaque fois que j'ai de la récolte, parce que c'est vraiment de la récolte une fois par jour, j'avais pas m'embêter avec ça, mais j'ai mesuré que en moyenne, là, ce que je récoltais en termes d'aromatiques, ça représentait 15 grammes, avec enfin, tout, menthe, mélisse, sarriette, estragon, romarin, etc. Et que j'en récolte tous les jours, donc c'est du 1er janvier au 15 novembre, avec les parties où on n'était pas là dans l'année, ça fait dans les 250 jours de présence, donc 250 récoltes. Soit 4 kilos au total. Après, l'aspect légumes feuilles, donc il y a de laitue, de la roche, aussi du Kénopode Bon Henri que j'ai laissé, qui est une plante spontanée pour le coup, et que j'ai laissé se développer. Pareil, j'ai calculé, enfin j'ai mesuré quel était le poids de la récolte moyenne, multiplié par le nombre de récoltes. Bon, après des bottes de radis rose, du fenouil, de la pomme de terre, du maïs, de l'ail, de l'oignon, de topinambour. Topinambour, bon, j'ai juste commencé la récolte, donc voilà, c'est en cours. Les courges. Et donc au total, aujourd'hui, dans ce qui a été récolté, on en est rendu à 132 kilos. Voilà. Sachant qu'il y a pas mal enfin, il y a un certain nombre de légumes encore d'hiver qui sont en train de pousser, qui vont être récoltés, je pense, jusqu'au mois de mars. Donc sur 132 kilos, alors, c'est pas évident de donner un nombre de mètres exact, puisque la surface est assez terrabiscotée, hein, c'est pas comme si on avait un joli rectangle, mais dans une surface
qui fait dans les 45-50 mètres carrés tout au plus. Voilà, voilà. Et oui, autre aspect, pour être complet, bah, combien ça a coûté tout ça? Bah, pour tout ce qui est Perrin, bah, au total 817 euros. Puis après, pour tout ce qui va être annuel et aussi du terreau pour faire les semis, ben, ça a été 108 euros. Voilà. Ah oui, c'est vrai que à la lecture de la liste, c'est vrai qu'il y a un petit point que j'ai pas précisé dans le processus d'amélioration du sol. Oui, effectivement, j'ai pas pensé à à comptabiliser le gravier. Ça m'est complètement sorti de la tête. Mais bon, après le gravier, ça n'a pas coûté non plus une fortune. Ça a été une vingtaine de sacs de 20 kilos. Donc, ouais, ça a dû coûter dans une fourchette entre 150 et 200 euros. J'ai plus le chiffre exact en tête. Euh, Pom, pom, pom. Oui, donc le processus de dégradation du sol, pour bien reprendre toutes les étapes. Sur le gros du terrain, donc en été 2019, j'ai fait un scalpage de la pelouse semi de Facelli. Voilà. Donc oui, non, à l'automne de 2020. Après, j'ai laissé beaucoup la biomasse se développer, la végétation spontanée se développer, et j'ai régulièrement fait de la fauche, mais voilà, c'est tout. Donc on va dire c'est de l'engrais vert naturel, spontané. Après, c'est pendant le gros du boulot, je l'ai fait pendant l'automne 2020 avec décompaction du sol avec une grelinette. Voilà, décompaction donc manuelle sur 20 cm de profondeur. Et j'ai fait plusieurs passages, hein, c'était vraiment très compact encore. L'apport de 5 cm donc de compost, donc au total il y a eu 2 mètres cubes 2,5 mètres cubes de compost végétal acheté chez un agriculteur du coin. Il y a eu un peu de poudre de basalte, 20 kg de poudre de basalte, qui lui a un intérêt au niveau de l'électromagnétisme sur le site pour rétablir les bonnes conditions électromagnétiques. Alors ça, c'est un volet du jardinage qui est très largement méconnu, hein, mais voilà, que je peux vous inviter à découvrir avec les travaux notamment d'Éric Petiot, hein, sur la question. Euh, Après, l'amélioration du sol, ça a été aussi le fait d'apporter, sur le long terme bien sûr, hein, c'est le fait de planter des vivaces, des arbres, des arbustes. C'est aussi le fait d'apporter du mulch. Alors, du mulch de ce dont je dispose donc immédiatement à proximité, hein, c'est-à-dire de la fougère essentiellement que je récolte sur les bords de route à côté de chez moi. Euh, et voilà, voilà, c'est tout. Alors, les semis, est-ce que c'est en mini-serre à la maison? Non, parce que dans la maison, il n'y a pas la place. Dans la maison aussi, aussi une petite maison, on n'a absolument pas la place de faire des semis. Donc la mini-serre, elle est en extérieur, accolée à la pergola. C'est une mini, enfin, c'est une étagère en fait, sur laquelle je mets les plaques de semis et qui est recouverte d'un voile transparent de polyéthylène renforcé. Voilà, c'est une micro serre. C'est vrai que quand je l'ai mis en place, je l'ai mis en place seulement pendant la période de, ça a été juin fin août pour faire des semis. Et j'ai pas pensé à faire des photos. Bon, mais bon, c'est un voilà, tout petit équipement. Et de toute façon, pour faire des semis à l'échelle d'un jardin comme celui-ci, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir une serre plus importante pour des semis. Bon, on pourrait par contre avoir une serre pour de la production, mais ça c'est un choix que j'ai décidé de pas faire parce que esthétiquement je trouve que dans la situation de ce jardin, qui a peu d'espace, etc., je trouve que ça serait pas très esthétique. Serre froide, oui, effectivement. Ouais. Voilà, bah écoutez, ah oui, j'ai fait aussi une petite slide pour expliquer aussi quelle potentialité il y aurait dans le futur là pour ce jardin.
Après, moi, pour le moment, j'ai pas encore acté ce que j'allais faire pour la suite, mais on pourrait intensifier la rotation des annuels, hein. Il y a encore de la marge de progression là-dessus. Mais il faudrait y passer plus de temps au jardin, ce qui est encore un peu compliqué entre vie familiale et vie professionnelle. Mettre en place une cuve d'eau pluviale avec un raccord par rapport à la descente d'eau pluviale euh, voilà, qui est au niveau de mon jardin, mais qui appartient à la voisine. Donc il faudrait négocier ça et puis bon, mettre en place le système derrière. Les fruits rouges, donc là, faire du bouturage, c'est ce que j'ai prévu de faire tout courant décembre. Multiplier donc nos petits fruits rouges en faisant de la bouture. Et puis, ce qui serait potentiellement intéressant, c'est d'utiliser aussi la palissade comme support de culture, en mettant un petit grillage dessus, et donc en plantant au pied des grimpantes, c'est aussi une idée potentiellement. Voilà, voilà, c'est bon. J'ai terminé toute la partie présentation. Est-ce que, du coup, vous avez des questions sur à la fois le process, les méthodes utilisées, les résultats, et puis bon, peut-être des questions aussi qui sont propres à vos situations dans vos jardins? Est-ce qu'on peut venir voir? Euh, écoutez, j'ai prévu, alors il n'y a pas encore de date fixée, hein, mais j'ai prévu partir de fin d'hiver, début de printemps, de refaire des sessions en présentiel chez moi. J'avais complètement arrêté ça avec la crise sanitaire parce que c'était trop compliqué à organiser pendant cette période-là pour des raisons assez évidentes, mais maintenant je vais recommencer à en faire. Ouais. Alors, le besoin de désherbage, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de désherbage, clairement. Déjà, toutes les allées, donc les allées principales, donc il y a du géotextile, ce qui donc, supprime complètement la problématique enherbement, déjà. Les passe-pieds sont laissés, alors, enfin, sont nus avec une petite couche d'écorce de bois, mais bon, cette écorce de bois, maintenant, au bout d'un an, elle est quasiment complètement décomposée, donc voilà, elle joue plus de rôle contre l'enherbement. Cela dit, pour les passe-pieds entre les plantes, moi j'y vais juste avec la cisaille à deux mains, et puis je coupe comme ça, voilà. Puis je laisse ce qui est coupé juste dans le... Enfin, j'utilise ce qui a été coupé comme paillage pour les planches de culture, ce qui fait un petit apport d'azote aussi pour les cultures. Après, dans les planches de culture elles-mêmes, il y a un peu de désherbage, mais vraiment c'est très léger parce que déjà on est sur un sol qui est maintenant très meuble, donc quand on a besoin de désherber, on tire sur l'herbe et puis elle part toute seule, hein, il n'y a vraiment pas à forcer. La présence d'un mulch assez épais dans la plupart des zones fait que aussi ça limite pas mal l'enherbement. Donc, ouais. Vraiment, le désherbage est très réduit. Après, ce qui effectivement est désherbé sur les planches, euh, je l'utilise en partie, donc à son tour comme mulch, et puis quand il y en a trop, je le mets dans le composteur. Donc rien n'est perdu, hein. Ça servira in fine à entretenir la fertilité du jardin. Est-ce qu'il y a une règle pour l'emplacement des fruitiers? Ben oui, c'est éviter qu'ils se fassent concurrence, effectivement. Mais ça, après, c'est vraiment du cas par cas, hein. C'est à la fois des règles d'éloignement et aussi des règles de stratification. Mettre un groseillier au pied d'un arbousier, par exemple, comme chez moi, ça pose aucun problème parce qu'ils sont pas sur la même strate végétale. Euh, bon, ceux qui sont sur les petits fruits, vraiment, on peut les planter très serrés, hein, jusqu'à 60 cm d'espacement, ça se passe bien. Après, pour ce qui va être arbuste fruitier, arbre fruitier, effectivement, il faut prêter attention aux espacements, mais aussi au choix des variétés. C'est pour ça que j'ai pris des choix d'espèces et de variétés qui sont de taille aussi très, très réduite, hein, pour que ça soit adapté à l'espace et qu'il n'y ait pas de problématique de concurrence. Après, une règle, si on devait en poser une, c'est que anticiper le diamètre de la canopée à maturité, nos arbustes, nos arbres, pour que entre les canopées de deux arbres, deux arbustes, il y ait au moins un mètre entre les deux.
et c'est voilà, j'ai pensé la disposition avec cette règle-là, sachant que si jamais il y avait un peu trop de concurrence, finalement à terme avec la ramure, là on n'y est pas du tout encore, hein, clairement. Ça se peut très bien se contrôler avec de la taille aussi, hein. Voilà, voilà. Autre question? Ok. Bon, bah écoutez, très bien. Bah, pour la SH, que dire? Bah, je pense que j'ai déjà bien expliqué la réalisation, hein. Deux poteaux reliés entre eux par un peu de fil de fer. Puis entre eux, on met des branchages. Et voilà. Enfin, c'est vraiment très très simple à faire, hein, sur le principe. Par contre, ça demande pas mal de volume de branchage, hein. Ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais faut vite des mètres cubes de branchage pour réaliser ça. Après, l'écartement entre les poteaux, vous le faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait 20 centimètres d'écartement. Voilà. Ouais, c'était suffisant, hein, pour qu'il y ait ça fasse un bon écran par rapport au voisinage. Je laisse le feuillage, effectivement. Je vois pas la nécessité de l'enlever. J'utilise aussi bien du branchage bien mort que du branchage qui vient d'être coupé, peu importe. L'essentiel après, c'est de découper le branchage de façon à ce que ça rentre bien entre les poteaux. Voilà. Il y a un peu de découpe à faire. Et après, peu importe l'espèce, hein, franchement. Après, d'un point de vue purement esthétique, c'est mieux, je trouve. Ça, c'est bon, c'est subjectif, mais d'utiliser uniquement des armes de caduc. Voilà. Voilà, voilà. Bah après, bon, dans l'activité, je propose du conseil, hein, pour les porteurs de projet, soit séance de conseil, soit carrément prestation de design pour faire de la conception détaillée. Et puis aussi des formations en ligne, des formations présentielles, ça va recommencer tranquillement aussi. Entre autres sur les questions liées au jardin. Euh, les infos sur l'activité sont précisées, hein, dans le mail que je vais vous envoyer. Effectivement. Toutes mes coordonnées sont sur mon site internet, hein, atelierfertile.com. Atelier fertile, tout attaché au singulier, .com. Ok, pas d'autres questions? Non. Bon, bah écoutez, très bien. Je vous dis donc à une prochaine fois, alors peut-être en ligne ou en présentiel, qui sait. Et puis bon courage et voilà, bonne route pour la suite de vos projets de jardin.